La Terre nous tient à cœur. Un podcast réalisé par Alexandra Warney-Driège. À travers ce média, je vous emmène sur le terrain, au plus près de celles et ceux qui étudient, soignent ou subissent les effets des bouleversements écologiques. Scientifiques, médecins, victimes de pollution, ensemble, ils nous racontent comment la santé de la planète et la nôtre sont intimement liées. Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de La Terre nous tient à cœur. Un épisode un peu spécial aujourd'hui puisqu'il est enregistré dans le cadre du Podcaston. Le Podcaston, c'est une semaine où des centaines de podcasteurs mettent en avant des associations et ONG pour faire connaître leurs actions et leurs combats. Et c'est encore mieux quand la cause que l'on veut mettre en lumière a une place un peu particulière dans notre vie. Pour cette raison, j'ai choisi de vous parler de l'Association végétarienne de France. Pour la petite histoire, quand je suis devenue végétarienne il y a une bonne quinzaine d'années, les ressources fiables sur le sujet en France étaient rares et cette association a été pour moi une véritable mine d'informations. Mais l'AVF ne se contente pas de documenter ou d'informer. Elle participe aussi activement aux débats publics et a contribué à faire du végétarisme un véritable sujet de politique publique alimentaire. Avec notamment une première victoire importante en 2019, l'adoption d'un menu végétarien hebdomadaire obligatoire dans les cantines scolaires. Alors bien sûr, on reste dans un épisode de La Terre nous tient à cœur, et avec mon invité, le président de l'AVF, Mathieu Nollet, nous allons voir en quoi l'alimentation végétale peut être bénéfique pour notre santé, celle de la planète, et aussi, il faut bien le dire, celle des animaux. Mathieu Nollet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Association végétarienne de France. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu sa création, son origine et son rôle aujourd'hui ? Oui, donc c'est une association qui a été créée il y a aujourd'hui plus de 30 ans dans le but d'accompagner la végétalisation des Français et des Françaises à tous les niveaux, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc pour les individus, les Français et les Françaises, on a notre site 123 Veggie avec des conseils, des recettes. On a une revue Virage qui est disponible en PDF gratuitement sur notre site et en papier pour nos adhérents. On a aussi des groupes locaux dans 22 villes aujourd'hui, donc qui organisent des événements qu'il ne faut pas hésiter à rejoindre. On agit aussi donc, pour les organismes, donc les collectivités, en les accompagnant sur la végétalisation de leur restauration collective. On gère le label végétarien et vegan pour les entreprises qui veulent faire labelliser leurs produits. Et puis au niveau institutionnel, avec notre pôle VG politique, avec lequel on essaye d'influer sur les politiques nationales ou locales en faveur d'une végétalisation de l'alimentation, là encore. Ok. L'AVF, donc pour Association végétarienne de France, encourage la réduction de la consommation de produits animaux, mais elle ne se revendique pas explicitement antispéciste, qui est l'idée que les intérêts des animaux doivent être pris en compte sans discrimination liée à l'espèce. Pourquoi ce positionnement ? Est-ce que c'est un choix stratégique, philosophique ou les deux ? Alors, c'est plutôt un choix stratégique, puisque c'est vrai que dans les faits, on prône une végétalisation de l'alimentation et idéalement végétalisation totale. Et donc qui va en fait avec cette idée d'antispécisme. Mais c'est vrai que d'un point de vue stratégique et de notre positionnement de l'Association végétarienne de France, on ne veut pas forcément rentrer publiquement dans ce genre de débat qui peut faire un peu militant, un peu entre soi, et vraiment rester ouvert pour essayer d'attirer et d'accueillir le plus de personnes, quel que soit leur parcours, dans le cadre de la végétalisation de l'alimentation, que ce soit de la réduction de la consommation de viande, l'arrêt pour devenir végétarien ou carrément devenir vegan. Voilà, nous, le but, c'est d'accompagner tout le monde, et du coup, on ne veut pas faire un peu peur avec des termes qui peuvent des fois paraître un peu intimidants, même si, philosophiquement, la majorité des personnes de l'AVF, je pense, souscrivent totalement à l'antispécisme. D'accord. Et donc, à terme, l'objectif, ce serait qu'il n'y ait plus du tout d'exploitation animale. Alors, l'objectif à terme, je pense, long terme quand même, Oui. Mais effectivement, c'est que d'avoir une alimentation totalement végétale pour l'ensemble des Français et des Françaises, c'est ce à quoi on travaille et on lutte, même si c'est un horizon de long terme, puisque ça implique de revoir complètement notre système agro-industriel, d'agriculture et culturel. Et oui, donc pour vous, c'est pas une utopie d'imaginer une société sans élevage Non, pour nous, c'est pas du tout une utopie. Pour nous, c'est tout à fait faisable. Évidemment, si on imagine un monde qui change pas du tout, ça semble utopique tout d'un coup de supprimer l'élevage parce qu'on en est quand même assez dépendant.
Mais dans un monde où il n'y a plus d'élevage et ça s'est fait consciemment et progressivement, en fait, on a libéré déjà une grande quantité de terres agricoles qui permet donc de faire pousser plus de végétaux pour les humains. Et même s'il y a une perte de rendement liée, par exemple, à la perte des intrants animaux, ce qu'on nous reproche souvent, en fait, on a tellement de terres agricoles supplémentaires disponibles, puisque c'est 83% des terres agricoles destinées à l'élevage, qu'en fait, on peut se permettre d'avoir une perte de rendement et puis de réfléchir à développer des engrais végétaux, etc. Aujourd'hui, en fait, il y a très peu de recherche sur le sujet, puisque on est dans un modèle qui n'envisage pas effectivement de travailler sans produits animaux. Mais c'est tout à fait possible. Il y a des alternatives qui commencent à réfléchir dessus. Il y a des rencontres. Il y a par exemple la ferme Vetopia en Belgique, qui est une ferme totalement végétale et donc qui est un peu une sorte de preuve de concept. Ça pourrait se développer et on peut totalement y arriver parce que en fait, ça fait aussi énormément moins de pollution, moins de déforestation, libération de terres agricoles, comme je l'ai dit, moins d'utilisation d'eau. On pourra y revenir sur les aspects écologiques, mais c'est vraiment très intéressant à tous les points de vue côté écologique. Et donc, tous ces bénéfices viendront contrebalancer les quelques pertes qu'il peut y avoir, effectivement, plus avoir d'intrants animaux ou autres. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas du tout une impossibilité. Ok. Avant d'entrer dans les détails avec la suite de l'interview, j'aimerais vous poser 4-5 questions rapides qui nécessitent une réponse courte. Vous êtes prêts ? Prêt. L'animal d'élevage qui vous fait le plus craquer ? Les petits cochons. Le cliché sur les véganes le plus faux ? Qu'on est des gens ternes et tristes. Votre plat vegan préféré ? J'aime beaucoup les lasagnes véganes. Avec des légumes ou des protéines de soja ? Avec des légumes ou des protéines de soja. J'aime toutes les lasagnes. Le mot que vous entendez trop souvent quand on parle de véganisme ? C'est un choix individuel. Le goût animal le plus facile à remplacer ? Je dirais c'est une bonne question. Aujourd'hui, il faut le remplacer. Oui. C'est vrai que ça peut aider de les remplacer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de simili carnés qui, je trouve, font des choses assez bluffantes. Donc, j'irais là-dessus, sur les produits plutôt type viande. Mathieu Nollet, votre association travaille sur plusieurs sujets, santé, écologie, éthique, etc. Mais j'aimerais qu'on commence par la nutrition, si ça vous va. Oui. Évidemment, je précise tout de suite que vous n'êtes pas médecin nutritionniste, mais en tant que président de l'AVF, j'imagine que vous êtes au point sur les dernières actualités du sujet. Aujourd'hui, que dit l'état des connaissances scientifiques sur les effets d'une alimentation végétarienne ou végane sur la santé ? Alors, aujourd'hui, quand on regarde globalement au niveau mondial, la majorité des agences de santé de pays occidentaux et des associations nutritionnistes, diététiciens, etc., reconnaissent qu'une alimentation végétale est viable à tous les âges de la vie, que ce soit donc les adultes, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées. C'est notamment le cas de l'association américaine de nutritionnistes et diététiciens, qui est la plus grande association de ce type au monde. C'est également le cas de l'ONAV, l'Observatoire national de l'alimentation végétale en France. Voilà, c'est pas forcément, par contre, ce qui va être dit par certaines agences en France, puisque sur la France est un peu nous on dit en retard là-dessus par rapport à d'autres pays. Mais en tout cas, il y a des milliers de professionnels de santé dans le monde qui reconnaissent que c'est viable à tous les âges de la vie, en ayant bien sûr une alimentation équilibrée. Et il y a deux nutriments principaux sur lesquels il faut faire attention. Il y a la vitamine B12 qu'on ne peut pas trouver dans le règne végétal, et donc pour lequel il faut se complémenter, mais c'est assez simple parce que c'est pas très cher et qu'il n'y a pas de surdose possible. Et d'ailleurs aujourd'hui, en fait, on est tous complémentés, soit directement quand on prend un complément, mais sinon les animaux d'élevage en fait sont eux-mêmes complémentés parce qu'ils n'ont pas accès à la B12 dans les élevages intensifs, que normalement ils trouvent dans le sol ou autre. Et donc ils sont complémentés aussi. Donc en fait, on est complémentés indirectement ou directement. Et ensuite, pour les alimentations totalement végétales, il faut faire attention à l'iode, puisque c'est un produit qu'on va pas trouver à part dans les algues. Et aujourd'hui, la consommation d'algues est quand même pas très développée en France. Et donc, dans ce cas, ça peut valoir le coup de se complémenter. Et il faut essayer aussi de favoriser les huiles riches en oméga 3 pour s'assurer d'un bon apport. Donc, plutôt cuisiner ou faire des vinaigrettes avec de l'huile de colza, de lin, de noix. À côté de ça, au niveau de ce qu'on peut avoir peur, mais les protéines, le fer, le calcium, une alimentation végétale bien équilibrée apporte les nutriments
qu'il faut dans la population générale sans souci. Ok. Il y a aussi pas mal de discussions concernant le soja qui pourrait perturber nos hormones à cause des isoflavones qu'il contient. Pour les auditeurs, les isoflavones sont des molécules qui ressemblent aux hormones féminines, les œstrogènes. Alors, que dit la science là-dessus? Est-ce qu'on peut manger du soja sans risque de subir des perturbations hormonales? Alors, selon l'AVF et de nombreuses agences de santé dans le monde, oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. C'est vrai que les isoflavones peuvent avoir une très faible en fait, activité de perturbateurs hormonaux, mais en fait qui ne vont pas avoir d'impact fort, voire qui pourraient avoir des impacts positifs. Par contre, malheureusement, par exemple, l'année dernière, il y a l'ANSES qui a sorti un rapport vraiment, nous on trouve, à charge contre les isoflavones et donc contre le soja, et du coup recommandant de ne plus mettre en place dans la restauration collective, notamment scolaire, mais qui en fait a vraiment traité très bizarrement cette question, puisque ils ont regardé ils ont fait une liste de toxicité des isoflavones, ce qui n'est normalement pas ce qu'on fait sur les aliments. On regarde plutôt le rapport bénéfice-risque de consommer un aliment et pas de toxicité d'un produit. Sinon, on ne mangerait plus de poisson parce que dedans, il y a des métaux lourds et que c'est toxique. Et donc, ils ont un peu fait ça alors qu'ils n'ont pas fait ça pour le poisson. Et surtout que les isoflavones, quand on regarde sur les études épidémiologiques chez les humains, il n'y a pas de souci. Par contre, eux, ils sont basés sur des études chez le rat où on a pu éventuellement détecter une toxicité. Mais bon, on pense qu'on est plus proche des humains que des rats en France. Et donc, c'est vraiment très étonnant comme décision de la part de l'ANSES. Et c'est vraiment une exception française. Ça, c'est vraiment la vraie exception française aujourd'hui. Elle est sur le traitement du soja. Dans tous les autres pays, il n'y a aucun souci pour recommander de consommer du soja. Et c'est assez dommage parce que c'est vraiment une plante intéressante à tous les points de vue et qui pourrait vraiment aider la végétalisation de l'alimentation. D'accord. À côté de ça, on voit de plus en plus de produits qui ressemblent à des steaks de bœuf, des nuggets de poulet ou du jambon, même chez des marques qui faisaient traditionnellement des produits carnés. Mais est-ce que ces alternatives sont meilleures pour la santé que la viande? Alors oui, généralement, elles sont meilleures pour la santé que la viande. Nous, on trouve que c'est un outil intéressant. C'est simili pour justement aider à la végétalisation, à la transition, notamment d'un point de vue social. Quand on est invité dans des fêtes où tout le monde va manger des steaks ou des saucisses, il y a un barbecue, avoir des simili qui se cuisinent de la même façon, c'est vraiment aidant. Alors évidemment, c'est comme tout, il ne faut pas manger que ça, en manger tous les jours. C'est bien sûr mieux de préférer des aliments bruts qu'on cuisine soi-même. Ça, c'est vrai pour tout. Mais il vaut quand même mieux manger ces simili carnés que les équivalents à base de viande d'un point de vue santé. Et puis, ouais, c'est vraiment des outils d'aide à la transition qui sont vraiment bons à prendre. Ok, et donc si quelqu'un veut essayer de réduire sa consommation de produits d'origine animale sans bouleverser toute son alimentation, quel serait le changement le plus simple à mettre en place? Je pense qu'effectivement, il faut y aller progressivement déjà. Il ne faut pas faire un changement radical, notamment si on ne mange jamais de légumineuses et qu'on commence à en manger tous les jours. D'un point de vue digestif, ça peut être parfois un peu compliqué, donc il vaut mieux y aller progressivement. Aujourd'hui, on a la chance sur Internet d'avoir plein de ressources. Nous, sur le site 1, 2, 3 Veggie de l'AVF, il y a un guide notamment pour débuter qui donne des astuces pour remplacer des produits animaux par des produits végétaux, qui donne des recettes simples. Après aussi, quelque chose que j'ai envie de dire, c'est que l'un des freins pour devenir ou rester dans une alimentation végétale, ça va être d'un point de vue social. Ça peut être assez compliqué socialement parce que ça peut amener à des conflits à chaque repas, donc assez fréquents, notamment en groupe. Et donc, j'encouragerais peut-être à se rapprocher soit de groupes locaux de l'AVF ou d'autres associations pour en fait se créer un cercle social de gens végétariens ou véganes. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire pour vraiment faciliter et tenir la végétalisation de son alimentation, qui peut être un peu dure dans les premiers temps. D'accord. Et pour finir cette partie très concrètement, est-ce que vous pouvez nous partager une recette végétale facile que vous faites souvent? Ouais. Nous, une recette qu'on fait souvent, c'est un pad thai, en fait. Donc, on fait revenir différents légumes en fonction de ce qu'on a, mais traditionnellement, c'est plutôt carottes, oignons, brocolis. On fait revenir les légumes dans un faitout. On rajoute une sauce à base de sauce soja, un peu de sucre. Nous, on met du sirop d'agave et de purée de cacahuètes. Et voilà, et on sert ça avec des tagliatelles.
Et voilà, on a un plat qui est bon, qui est facile à faire. Et en plus, on peut faire des grosses quantités et le manger plusieurs jours de suite sans avoir à cuisiner tous les jours. C'est pratique. Maintenant qu'on s'est mis l'eau à la bouche avec quelques idées de plats végés, on va pouvoir expliquer pourquoi l'alimentation végétale est aussi bonne pour la planète, notamment à l'heure du changement climatique. Ma question va être très large. Expliquez-nous comment l'élevage impacte-t-il notre environnement ? Alors effectivement, c'est extrêmement large comme question. Je vais essayer d'y répondre progressivement et je vais clairement pas être exhaustif. La première chose à laquelle on pense en ces temps de dérèglement climatique, c'est bien sûr les gaz à effet de serre. Là-dessus, on considère que l'élevage représente au moins 14% des gaz à effet de serre émis dans le monde, et ça pourrait même être plus, notamment si on prend en compte le coût opportunité, c'est-à-dire les espaces utilisés pour l'élevage qui pourraient devenir des puits de carbone s'il n'y avait pas d'élevage et que ça redevenait des forêts. Et donc ça, c'est majoritairement dû aux ruminants, donc principalement les bovins, qui vont émettre du méthane et du protoxyde d'azote avec leur déjection. Et donc ça participe largement au dérèglement climatique. Et donc ça, c'est une des premières raisons de diminuer notre consommation de viande. Il y a aussi une grande raison sur la déforestation. Aujourd'hui, on estime en fonction des années que c'est entre 70 et 90% de la déforestation dans l'Amazonie qui est liée à l'élevage, même 60% des déforestations de toutes les forêts tropicales qui seraient liées à l'élevage. Parce qu'en fait, il faut toujours des nouvelles terres pour faire des pâturages ou pour faire pousser, en Amazonie notamment, du soja qui sert à alimenter l'élevage. Donc là, ça a un double impact. D'un côté, ça détruit la biodiversité qui vit dans ces forêts. Et de l'autre, ça détruit les capacités de puits de carbone et d'absorption de carbone des forêts. Il y a également la pollution des sols et de l'eau, liée majoritairement là, aux déjections. On a tous entendu parler, je pense, des algues vertes en Bretagne, qui sont liées donc aux effluents des déjections des élevages qui, en allant dans les cours d'eau, arrivent à la mer. Et donc là, ça fait un excédent d'azote qui va permettre aux algues de se développer. Et donc, ça va asphyxier les milieux marins. Certaines qui font des gaz mortels pour les humains et les animaux qui passent par là. On élève surtout des porcs, d'ailleurs, tout l'élevage porcin. Tout l'élevage porcin en Bretagne, mais il y a aussi beaucoup de poulets en Bretagne. Et puis, alors, ce qu'on connaît moins, mais c'est que ce phénomène d'algues vertes, il a aussi lieu ailleurs, par exemple dans le Doubs, sur la rivière la Loue, où il y a beaucoup autour d'élevage de vaches laitières pour le comté. Ça a beau être des élevages extensifs, et ça va quand même, toutes les déjections, polluer la Loue, il va y avoir des algues qui vont se développer, et ça détruit aussi la biodiversité de cette rivière. Donc, c'est vraiment global. Il y a aussi l'utilisation d'eau. Il faut beaucoup d'eau pour les élevages, parce que c'est pas pour abreuver les animaux, mais c'est bien pour faire pousser leur nourriture. Et on a beaucoup parlé des méga-bassines ces derniers temps. Ce qu'on a peu dit, c'est qu'en fait, les méga-bassines, elles servent principalement à arroser du maïs en été, et le maïs, il sert principalement à nourrir des animaux. Donc, s'il n'y avait pas d'élevage, en fait, il n'y aurait probablement pas de questions sur les méga-bassines, parce qu'on n'aurait pas besoin de ces retenues d'eau. Et donc là, on voit bien que ça impacte complètement notre système agriculturel, puisque les méga-bassines, qui étaient un des sujets principaux, c'est vraiment pour l'élevage. Donc, voilà. Déforestation, gaz à effet de serre, eau... Voilà, tout est impacté par l'élevage. Et juste pour revenir sur l'eau, parce qu'il y a un chiffre qui est souvent cité, 15 000 litres d'eau pour 1 kilo de bœuf. Alors, on sait que c'est plus compliqué que ça, parce que le chiffre inclut ce qu'on appelle l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise, et que ça dépend de l'exploitation, du système d'exploitation et donc de ce que les animaux mangent. Donc, au final, qu'est-ce qu'il faudrait retenir concernant l'eau, l'impact de l'élevage sur l'eau ? Alors, c'est vrai que les chiffres, ils sont un peu, en fait, comme vous disiez, si on prend l'eau bleue, l'eau verte, ça fait 15 000 litres. Je pense il faut retenir qu'il faut beaucoup plus d'eau pour faire des produits animaux que pour faire des produits végétaux pour les humains, puisque l'eau, elle sert surtout à faire pousser les végétaux, et donc si on les mange directement, il en faut moins. Ce chiffre de 15 000 litres, il est intéressant. Il faut le comparer, dans ce cas, sur des mêmes ordres de grandeur avec les plantes. C'est très variable en fonction des plantes. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par exemple, les méga-bassines, on en a besoin surtout pour le maïs, pour l'élevage. On n'a pas besoin de méga-bassines pour faire pousser des lentilles pour les humains. Voilà, comme ça, c'est clair. Et côté océan, quel est l'impact réel de la pêche sur les écosystèmes marins ? Alors oui, les écosystèmes marins, ils sont très dégradés de nos jours. La pêche
il joue pour beaucoup, mais la pollution globale aussi, et notamment on parlait des algues vertes liées aux effluents, liés à l'élevage. La pêche, ça a vraiment, et la surpêche, ça a vraiment eu un impact massif sur les populations d'animaux marins. Aujourd'hui, il y a une chute pour certains. En fait, plus les poissons sont gros, plus ils vont être capturés par la pêche. Et donc, la population des poissons les plus gros a vraiment drastiquement chuté. Et c'est soit des poissons qui sont de grosse taille, mais c'est aussi, ça veut dire, surtout les adultes. Et donc aujourd'hui, la population de poissons adultes a beaucoup baissé dans les océans. Donc il y a beaucoup de juvéniles, il y a des populations qui ont disparu, il y en a qui sont vraiment pas loin de l'être. Ça a impacté du coup les chaînes alimentaires. Il y a des oiseaux qui ont changé de régime alimentaire, qui se sont attaqués à d'autres poissons parce que ceux qu'ils avaient l'habitude de manger n'existent plus. Et donc ça a des impacts sur les cycles marins. Il y a par exemple du coup plus de méduses en ce moment aussi parce qu'il y a moins de prédateurs. Donc d'un point de vue des écosystèmes, ça a complètement bouleversé les cycles. C'est surtout dramatique au niveau des individus qui vont, de tous ces poissons qui ont aujourd'hui, on le sait, des capacités à ressentir la douleur, des capacités cognitives qui sont vraiment très intéressantes et stupéfiantes, et en fait qui sont vraiment pas du tout prises en compte, et la pêche, ça va les faire souffrir énormément. Et aussi, ce qui est dramatique ces dernières années, c'est le développement de l'aquaculture. On pourrait penser que ça voudrait dire moins de pêche. En fait, c'est pas le cas, puisque souvent en aquaculture, ça va être des poissons carnivores, donc il faut aller pêcher des poissons pour les nourrir. Et c'est des poissons qui, du coup, dans l'aquaculture, ils sont les uns sur les autres, ils se frottent, ils ont des maladies, etc. Donc, ils vivent aussi des grandes souffrances. Et donc, l'aquaculture, c'est responsable de pollution, de souffrance animale et d'un accroissement de la pêche. Donc, c'est pas du tout une solution aujourd'hui. Et ça va faire une bonne transition, parce que je voulais justement parler des animaux qui y a derrière tout ça. On voit parfois des images très choquantes d'élevage ou d'abattoir, mais quand tout se passe selon les règles, donc quand tout se passe bien, entre guillemets, à quoi ressemble réellement la vie d'un animal d'élevage ? Alors, c'est très dépendant en fait du type d'animal. Aujourd'hui, on estime qu'environ 80% des animaux d'élevage en France, même globalement dans le monde, sont en élevage intensif, c'est-à-dire dans des élevages où ils ont très peu d'espace, pas d'accès à l'extérieur, etc. Pour les lapins, en France, c'est quasiment 100%, c'est 99%. Donc voilà, une vie de lapin, c'est être toute sa vie dans une petite cage, développer des comportements un peu de type TOC, parce qu'ils n'ont pas du tout accès à leur environnement naturel. Donc une vie de souffrance, et qui s'achève de toute manière brièvement, parce qu'ils vont être tués bien plus tôt que leur espérance de vie le permettrait. Pour les cochons, c'est assez similaire, c'est beaucoup d'élevage intensif. Pour d'autres animaux, ça peut être un peu moins intensif. Ça a notamment diminué sur les poules pondeuses dernièrement, même si ça reste des conditions qui sont pas du tout, qui sont très loin d'être idéales. Globalement, même dans un élevage où tout se passe bien, c'est des animaux qui vont être entassés, qui n'auront pas accès à tout ce qui enrichit naturellement leur environnement. Alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est des animaux qui ont une conscience, qui cherchent à éviter les expériences négatives, qui cherchent à avoir des expériences positives. Ce n'est pas du tout possible dans ces élevages. Et donc, c'est vraiment une vie de souffrance. Il y a des animaux en France qui sont un peu à part, on va dire, c'est les vaches. Elles sont toujours mises en avant. Quand on pense au salon de l'agriculture, c'est toujours une vache qui est l'égérie, une vache sur l'affiche. Alors, cette année, il n'y a pas de vache à cause de la dermatose nodulaire, mais voilà, c'est quand même toujours des vaches qui sont mises en avant, parce que c'est vrai qu'en France, les vaches ont beaucoup plus accès à l'extérieur, dans les champs, etc. Pour autant, ce n'est pas non plus des vies incroyables si on parle des vaches laitières, puisque elles vont être inséminées de force tous les ans. Elles vont avoir un veau qui va leur être retiré, alors qu'elles ont des liens forts avec leurs enfants, pour être lui tué et consommé. Elles vont être traitées 2 fois par jour, ce qui fait des infections à force de frottement sur les mamelles. Et de toute manière, elles vont aussi finir par être mangées bien plus tôt que ce que leur espérance de vie leur permettrait, dès qu'en fait elles sont épuisées par ce cycle de grossesse, naissance et donner du lait. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'élevage qui donne des bonnes conditions aux animaux. C'est sûr, il y a des élevages avec des conditions atroces, il y a des élevages avec des conditions meilleures. Il n'y a pas vraiment de bonnes conditions d'élevage aujourd'hui qui puissent répondre de toute manière à la demande de viande qui est aujourd'hui énorme dans le monde.
Donc, ouais, non, c'est pas possible. Et puis, si on peut aussi parler rapidement, c'est qu'il y a eu toute une sélection génétique de ces animaux pour qu'ils grossissent vite, pour qu'ils donnent beaucoup de lait, beaucoup d'œufs. Et en fait, rien que ça, ça fait que ces animaux, quand ils se retrouvent, par exemple, dans des refuges, les quelques-uns qui ont la chance d'aller dans des refuges où on va prendre soin d'eux, pas pour les exploiter, ils vont quand même avoir des maladies parce que, en fait, les vaches ou les poules, elles sont pas faites pour produire autant de lait, autant d'œufs. Les poulets, ils vont grossir tellement vite qu'ils vont des fois avoir du mal à se tenir sur leurs pattes, etc. Donc, en fait, de base, c'est des races qui ont été sélectionnées pour produire des produits animaux et pas du tout pour avoir une vie correcte. Ouais, donc c'est vrai que quand on entend ces pratiques, la question morale se pose. Et selon vous, est-ce qu'il pourrait y avoir des formes d'élevage moralement acceptables? Alors, selon moi, non, mais en fait, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a eu des déclarations de scientifiques qui sont assez éclairantes sur ce sujet. Il y a eu, je vais en parler de deux, il y a la déclaration de Montréal et la déclaration de New York. La déclaration de Montréal, c'est en 2022, c'est 550 philosophes qui ont déclaré que en fait, la fin de l'élevage était le seul horizon juste, parce qu'aujourd'hui, c'était indéfendable moralement de poursuivre l'élevage des animaux. Et la déclaration de New York, là, c'est plutôt des chercheurs en sciences cognitives, donc neurosciences, etc., qui disent qu'aujourd'hui, on est quasiment sûr, hein, la science est toujours prudente, quasiment sûr que tous les vertébrés et une partie des invertébrés ont une conscience et donc cette envie d'avoir des expériences positives, d'éviter des expériences négatives, d'avoir conscience de soi, etc. Donc c'est sûr que quand on met les deux en relation, quand on voit les conditions de l'élevage aujourd'hui sur des animaux qui ne veulent pas avoir des expériences négatives, qui ont envie de vivre une vie heureuse, et qu'on regarde réellement les conditions d'élevage, la conclusion que l'élevage est moralement indéfendable s'impose d'elle-même, en fait. Et même les meilleures pratiques d'élevage, elles peuvent paraître bonnes comparées à l'élevage intensif. Et c'est sûr que on va dire, la priorité, c'est de mettre fin à l'élevage intensif, qui sont les pires des pratiques. Mais une fois que ce sera fini et qu'on regardera ce qui reste de l'élevage, on se dira toujours que c'est pas acceptable quand on connaît les capacités cognitives des animaux. Et pourtant, il y a quand même une question qui revient souvent dans le débat public, c'est que ferait-on des animaux si on arrêtait de les élever pour les manger? Oui, c'est une question assez étonnante parce que on a l'impression que les gens pensent qu'on va continuer à faire naître des animaux à un rythme effréné si on arrêtait de les manger. Alors que, évidemment, c'est pas le cas. Donc, s'il y a une diminution d'élevage, déjà, ça sera pas du jour au lendemain, ça sera progressif. Et donc, la plupart des animaux d'élevage, effectivement, et des races donc d'animaux d'élevage vont disparaître probablement. Parce que, comme je le disais, de toute manière, elles ont été sélectionnées génétiquement et c'est pas, malheureusement, même dans des bonnes conditions de vie, ça serait des vies difficiles. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'aurait plus de rapport aux animaux, comme certains le disent. Bon, il y a bien sûr déjà les animaux domestiques qu'on connaît, les chats, les chiens, on connaît tous, et ça, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ça laisserait beaucoup plus de place à la biodiversité, au retour de la biodiversité, et donc de créer des rapports avec des animaux sans forcément les posséder, parce qu'aujourd'hui, on a des rapports avec des animaux, surtout ceux qu'on possède, que ce soit des animaux domestiques ou des animaux d'élevage. Faudrait se questionner là-dessus. On peut aussi avoir des rapports avec des animaux, comme les photographes qui vont dans la forêt et qui regardent des animaux. Voilà, ça, c'est une relation, c'est une belle relation, et pour autant, il n'y a pas besoin de lien de domination. Et puis, on peut tout à fait envisager qu'une partie des animaux qui sont aujourd'hui des animaux d'élevage deviennent des animaux domestiques. Il y a des gens aujourd'hui qui ont, c'est rare, mais qui ont des cochons, des veaux de compagnie, etc. Et je pense qu'on peut avoir des très belles relations avec ces animaux aussi, et pas forcément des relations de domination. D'ailleurs, il y a plein d'éleveurs et d'éleveuses qui disent qu'ils ont des belles relations avec leurs animaux. Alors malheureusement, ils sont dans un système qui fait qu'ils les exploitent derrière. Ils en sont aussi prisonniers. Je ne veux pas blâmer aujourd'hui les éleveurs. C'est pas simple non plus pour elles et eux. Et c'est pour ça qu'on pense, nous, qu'il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement de la puissance publique sur cette transition. Et voilà, et on pourra créer des nouvelles relations saines avec ces animaux. Voilà, je pense qu'en tout cas, la crainte qu'on soit submergé par des animaux d'élevage ou que tous les animaux disparaissent, elle n'est pas vraiment rationnelle. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, en France, on le voit dans les cantines scolaires, par exemple, c'est plus facile de ne pas manger un aliment pour des raisons religieuses que parce qu'on est végane. Comment ça se fait et qu'est-ce que fait l'AVF pour améliorer ça? Alors, comment ça se fait? Je pense qu'aujourd'hui, les croyances religieuses sont plus respectées et protégées que les croyances morales ou éthiques.
Donc nous, ce qu'on fait déjà pour faciliter ça, on s'est battu pour avoir l'amendement dans la loi Egalim qui permet d'avoir, qui oblige normalement à avoir un repas végétarien hebdomadaire dans les cantines scolaires, et dans la loi climat pour avoir une option végétarienne quotidienne dans les cantines qui dépendent de l'État, donc hôpitaux, prisons, etc. Voilà, et on essaye de pousser ça pour que ça se développe et aller encore plus loin. On accompagne aussi avec notre pôle VG Cantine les usagers des cantines qui nous contactent souvent, des parents qui effectivement ont des problèmes pour que les établissements respectent leur choix alimentaire auprès de leurs enfants. On n'a malheureusement pas toujours les outils pour les aider, parce que même sur la loi Egalim, il n'y a aucune sanction qui est prévue. Donc, si elle n'est pas respectée par un maire, on n'a pas forcément de recours. Mais voilà, on essaie de les accompagner au mieux. Et après, donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'effectivement, ce choix de ne pas manger de produits animaux soit considéré et respecté à juste titre. Et pour ça, on a accompagné un détenu suisse auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. En fait, il a été incarcéré en Suisse et a demandé à avoir un régime alimentaire vegan, ce qu'il n'a pas eu. Il est donc sorti d'incarcération en étant très dénutri. Et il n'a pas pu se retourner vers la justice de son pays qui n'a pas voulu prendre son cas. Et donc, ça lui a donné possibilité de se retourner auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a accepté d'étudier ce cas. Donc, nous, on a soutenu cette démarche parce qu'en fait, lui, sa demande, c'est que l'antispécisme devienne une croyance protégée. Et donc, si la CEDH jugeait positivement son cas, là, ça fait plusieurs années, on est encore en attente, ça peut prendre beaucoup de temps, la CEDH, ça aurait des impacts sur tous les pays qui dépendent de la CEDH. Donc, c'est beaucoup de pays. Donc, y compris la France. Y compris la France, voilà. Et qui devrait du coup reconnaître comme conviction protégée l'antispécisme et donc l'alimentation végétale, et donc devrait mettre à disposition dans des meilleures conditions l'alimentation végétale pour le public de toutes les institutions publiques françaises. Donc ça serait... Dans les cantines, ça serait obligatoire chaque jour et même pas juste végétarien, quoi. Ce serait même végétalien, forcément. Voilà, donc ça serait la théorie, bien sûr. En pratique, ça prendra sûrement du temps, il y aura sûrement un petit peu des freins, mais voilà, nous, on sera là pour poursuivre, pour accompagner. Et puis l'avantage, c'est que si ça se fait au niveau européen, des fois, c'est plus simple de structurer des filières. Et donc, ça pourrait être très intéressant. Donc, on a hâte d'avoir la réponse de la CEDH. D'accord. Et concernant nos enfants, une loi sur l'éducation à l'alimentation a été récemment votée à l'Assemblée nationale. Sur le papier, l'objectif est assez honorable puisqu'il est de faire du bien manger une compétence fondamentale au même titre que lire et écrire. Mais quand on creuse un peu, on voit que les programmes pourront être financés par Danone, Coca-Cola ou encore des lobbies de la viande. Et qu'en plus, ça n'intégrera pas de cours d'éthologie pour comprendre ce que ça signifie vraiment de manger un animal. Comment se positionne l'AVF là-dessus ? C'est vrai que nous, on a suivi ce dossier avec notre pôle VG Politique qui propose des amendements aux députés. On a effectivement essayé de faire amender en partie cette loi pour inclure effectivement cette éducation plus vers l'alimentation végétale, etc. Malheureusement, on n'est pas surpris vu ce qui s'est passé dans dans l'actuelle mandature sur l'alimentation. Mais on pense que c'est très intéressant, effectivement, d'éduquer les enfants à l'alimentation, mais on pense qu'il faut effectivement le faire sur des bases scientifiques, sur des bases claires, et que aujourd'hui, malheureusement, effectivement, les lobbies de la viande ou même de la chasse ont beaucoup plus accès aux écoles et donc aux écoliers et aux écolières que les associations qui promeuvent une alimentation végétale. Et donc, si ça se poursuit dans cette loi, malheureusement, cette éducation, elle risque d'être biaisée. Qui commencera dès l'école primaire. Ouais, et c'est pourtant très important, on le sait, de former les plus jeunes à cette empathie envers les animaux, à comprendre pourquoi c'est important de ne pas manger des animaux pour des questions éthiques et écologiques et de santé. Parce qu'en fait, les enfants, on le voit, ils sont beaucoup plus sensibles et empathiques avec les animaux. Moi, ce que je pense à titre personnel, c'est qu'en fait, à force de manger de la viande et du coup de devoir fermer les yeux sur ce qu'est cette viande, ça nous anesthésie un petit peu à cette empathie vers les animaux qu'on a quand on est enfant. Et donc, ça serait bien de l'encourager quand elle est jeune plutôt que de l'anesthésier. Ouais, finalement, pensez-vous que la société française, qui a une culture gastronomique très centrée sur la viande et les produits laitiers, est prête à réduire drastiquement sa consommation de produits animaux, et que faudrait-il faire pour y parvenir ?
Alors, je pense que la population française commence à être de plus en plus sensible, effectivement, au besoin de végétaliser son alimentation, que ce soit pour des causes écologiques ou éthiques, voire économiques dans ces temps d'inflation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui commence effectivement, je pense, bien imprégner la société. On le voit au développement, justement, des simili et autres. Et je pense qu'aujourd'hui, évidemment, il y aura toujours des personnes qui, effectivement, sont très attachées à la viande, à la culture gastronomique, et qui voient effectivement que le côté carné de la gastronomie française, alors qu'il y a plein d'autres choses à offrir. Et ça peut être très crispant, hein, comme débat des fois, mais je pense qu'une bonne partie de la société est prête au moins à réduire sa consommation de viande. Le problème, c'est qu'effectivement, la puissance publique accompagne pas du tout ce changement. Déjà parce qu'il y a des lobbies de la viande, des produits laitiers, etc., qui sont très puissants en France. Et donc qui, eux, poussent dans l'autre sens. Hein, forcément, c'est leur intérêt. Et aujourd'hui, il n'y a pas malheureusement de puissance équivalente du côté végétal. Alors qu'il y aurait beaucoup de choses à faire au niveau de la puissance publique. On pourrait interdire la publicité pour la viande, au moins la viande rouge et la charcuterie, qui sont aujourd'hui, c'est prouvé, cancérigènes, qui ont des impacts sur les dérèglements climatiques. On pourrait au contraire faire des campagnes pour soutenir la consommation de légumineuses, par exemple. Puis même au niveau de la PAC, de la politique agricole commune, il faudrait complètement revoir comment sont distribuées les subventions, qui sont aujourd'hui beaucoup données en fonction de la surface. Et ça favorise l'élevage, puisque, comme on le dit, c'est l'élevage qui utilise la majorité des surfaces agricoles. Si on revoyait ce mode de calcul, qu'il y avait plus de subventions vers les productions végétales à destination des humains, déjà, on pourrait commencer à changer notre production agricole tout en encourageant par des campagnes comme il y a pu avoir, par exemple, pour réduire la consommation d'antibiotiques, même si je pense que la charge affective avec les antibiotiques n'est pas la même qu'avec la viande. On ne va pas se leurrer là-dessus, mais voilà, il y a des campagnes à faire. Voilà. Avec un accompagnement adéquat de la puissance publique, je pense qu'il y a possibilité de réduire la consommation de viande en France de manière assez substantielle. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, il n'y a pas cette volonté politique. Avant de terminer cet entretien, j'aimerais rappeler que nous enregistrons cet épisode avec l'Association végétarienne de France dans le cadre du Podcaston. Et sachez que si ça vous a plu, vous pouvez découvrir d'autres associations en podcast via le site podcaston.org. Et maintenant, pour conclure l'épisode, Mathieu Nollet, j'aimerais vous poser une question que je pose à tous mes invités dans ce podcast. Si vous deviez donner un unique conseil aux jeunes générations, lequel serait-il ? Alors, c'est une bonne question. C'est un conseil que je pense que je donnerais aux jeunes générations, mais aussi à toutes les générations, finalement. Je pense que ça serait moi, ce qui m'avait interloqué quand je suis devenu végétarien et vegan, c'est qu'en fait, à quel point la consommation de viande, elle est vue comme une évidence aujourd'hui, qu'on ne remet pas du tout en question. Et que finalement, quand on commence à la questionner, on se rend compte à quel point elle n'est pas basée sur des bonnes choses. Et donc, je dirais de garder son esprit critique sur des choses qui peuvent nous paraître des évidences qu'on fait au quotidien. Il y en a qui sont des évidences et qui ont des raisons de l'être. La consommation de viande, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, voilà, restons critiques de nos actions de tous les jours et voyons où c'est qu'on peut s'améliorer pour aller vers la société à laquelle on aspire. Merci d'avoir écouté La Terre nous tient à cœur. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter ou à le partager autour de vous, car c'est ce qui aide le podcast à grandir. Et si vous avez une question, une idée de sujet ou tout simplement envie de découvrir les coulisses des épisodes, rendez-vous sur Instagram, sur le compte La Terre à cœur. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite, et d'ici là, prenons soin de nous, prenons soin de la Terre.